Le rock. Le rock. Oui, oui. J'aime mieux pas faire de commentaires, je vais être grossier. Oui, je n'aime pas le rock. Oui. Supporte pas. La publicité. Enfin, ce qu'on appelle le rock depuis quelques années, c'est-à-dire où il y a des décérébrés à faune qui tapent sur des gamelles en croyant faire de la musique, en bramant dans des langues qui ne comprennent pas des mots imbéciles, je n'aime pas ça. Parce que pour moi, le rock... C'est ce qu'on appelle le rock actuellement. Parce que ça englobe tout sauf Wagner. Ah oui. Et encore... Mais parce que le rock avant, de votre temps, c'était mieux. Ne me faites pas passer pour plus vieux que je ne suis, mon petit bonhomme. Mais non, mais même de mon temps, il y a des gens que j'aime bien, c'est des types comme Sting, ou même des anglo-saxons. Mais il y a 99% de débilité dramatique dans cette musique-là pour laquelle nos enfants se passionnent. Je ne sais pas si vous connaissez le groupe Indochine, mais en entendant le groupe Indochine, on regrette que ces gens-là ne fassent pas de la moto sans casque pour s'empaffer dans des camions. Je regrette. Et pourtant, j'ai un bon fond, croyez-moi. Pierre Desproges nous a quittés il y a 30 ans. Pourtant, son humour grinçant, son sens de l'absurde et son anticonformisme nous régalent encore et nous éclairent toujours. Vendredi 14 décembre 2018, Perrine Desproges, fille cadette de Pierre et Hélène Desproges, était à la librairie Ombre Blanche à Toulouse afin de présenter l'ouvrage coécrit avec Cécile Thomas, Desproges par Desproges, paru aux éditions du Kourou. Elles étaient accompagnées de Christophe Duchiron, réalisateur du film Desproges, une plume dans le culte, et de Yves Gaillard, responsable documentaire à l'INA Toulouse. Bien, merci d'être venus nombreux à cette rencontre. Quelques remerciements. Christophe Duchiron, qui est réalisateur du film que vous verrez ce soir au cinéma ABC à 20h30. Cécile Thomas et Perrine Desproges qui ont coécrit ce livre. Alors Nicolas, rappelez-moi, Nicolas Vives, peut-être, qui va donc s'entretenir ou les laisser parler, peut-être, Desproges par Desproges. Ce livre sorti dans la maison édition du Kourou. Quand même, vous y allez un peu fort. Tiens, je vous le rends parce que on ne sait jamais, ça pourrait m'exploser. Bon, je voudrais remercier d'abord tous les trois, évidemment, tous les quatre, et la délégation alors, régionale de l'INA, de l'Institut national d'audiovisuel, qui est à l'initiative de cette soirée. Hier, quelqu'un a eu la bizarrerie de me dire, mais ah bon, vous présentez un livre, mais il est sorti l'an dernier. Alors, je me dis, ah bon. C'est incroyable, ce Périmé, c'est ça. Voilà, non, mais c'est curieux, ils ne doivent pas venir souvent parce que, heureusement, quand même, que nous n'attendons pas que l'actualité. Donc voilà, Yves Gaillard et la délégation de l'INA ont proposé qu'on secoue cette actualité, qu'on dise tout ça, ça a de la durée, ça a du temps, et Desproges a du temps. Et d'ailleurs, ça fait bien longtemps maintenant que Desproges occupe nos tables et nos rayons, et avec toujours beaucoup de succès. La preuve, c'est que vous êtes là. Donc merci, je vais laisser Yves Gaillard, et je remercie évidemment aussi le cinéma à l'ABC et Marc Vambal de nous accueillir ce soir. C'est à toi. Je serai très bref. Voilà, nous sommes très heureux d'être parvenus à monter cet événement autour de Pierre Desproges, donc avec la librairie Ombre Blanche et le cinéma ABC. Donc merci beaucoup Christian pour cette rencontre et merci Marc pour la projection de tout à l'heure. Je vais vous parler peut-être très rapidement un petit peu en avant-première du film. Enfin, Pierre Desproges, une plume dans le culte, c'est un film qui a été produit par l'INA, puisque vous ne le savez peut-être pas, mais voilà, l'Institut national de l'audiovisuel, donc qui est avant tout le lieu d'archives de la radio et de la télévision, produit ou coproduit aussi des documentaires, voilà, donc majoritairement des documentaires à base d'archives. Donc le Pierre Desproges, une plume dans le culte a été diffusé sur la 5e en avril, voilà. Et oui, il y avait le créneau de 2h du matin était pris déjà. Voilà. En même temps que les émissions religieuses. En confrontation directe. Enfin, on choisit son camp. Je vous invite vraiment à poursuivre cette soirée avec le film, qui est vraiment une belle réussite et qui propose de nombreuses archives exhumées des collections de l'INA. Donc très rapidement, la délégation INA-Pyrénées, en fait, l'INA a des antennes régionales, voilà. Donc nous sommes installés à Toulouse depuis le début des années 80. Et nous organisons des événements, des actions sur le territoire, la région Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. Je vous laisse en compagnie de nos invités. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. On me dit que des amateurs de Guy Bedos se sont glissés dans la salle. Ils peuvent rester.
Quoique, on va parler de Pierre Desproges. L'idée au départ, on est parti sur cette question, cette première question-là, c'est de savoir qui du film ou du livre est arrivé en premier. En fait, ils sont arrivés en même temps, si j'ai bien compris, ou non? Alors, je vais commencer à parler parce que je suis arrivé après, si vous voulez. Voilà. Non, le film est arrivé après, et je peux dire en toute modestie, je dirais même en toute fausse modestie. Donc, le film n'aurait pas existé si le livre n'avait pas été là au préalable. Voilà, donc ce livre, elles vont vous en parler beaucoup mieux que moi, parce que là, il y a un travail formidable qui a été réalisé. Et finalement, du livre, on a tiré ce film qu'on a écrit tous les trois, et qui tenait à la plume de Pierre Desproges, qui n'est pas seulement un humoriste, mais qui est aussi pas forcément un écriveur, comme il aimait à le dire, mais voire carrément un écrivain. Voilà, donc ça, c'était l'idée du film. Et ça, c'est encore une fois une petite partie du livre. Donc, après avoir très brillamment ouvert cette conversation, je vais passer la parole à Perrine Desproges et à Cécile Thomas, et je la reprendrai que demain matin. Voilà, je vous remercie tous d'être venus, et je vous souhaite une bonne soirée. Non, il y a effectivement quelque chose dans le livre, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, pour me le remettre en tête mercredi, je me suis plongé dedans pendant 3 heures. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que le livre fonctionnait presque comme un documentaire qu'on pourrait voir à la télé, dans le sens où le lecteur est extrêmement libre. Il y a un fil conducteur avec énormément de citations de Desproges dans le fil du texte, un décrochage par couleur selon le thème abordé dans le livre, et puis des incursions, des images, des textes de Desproges, et on se rend compte qu'effectivement, au bout d'un moment, on a l'impression de voir un documentaire, mais on est beaucoup plus libre dedans parce qu'on circule comme on veut, on s'arrête au moment où on veut. Voilà. C'est cet effet vraiment immersif. J'ai trouvé ça assez spectaculaire, puisque ça fonctionne, on entre dedans. Il y a un piège au début, le piège de la chronologie, puisque on se dit, tiens, on va avoir une vie de Pierre Desproges, et en fait, pas du tout, puisque une fois que sa carrière est lancée, on passe plutôt à des thématiques plus qu'à une histoire filée. Bah déjà, merci pour le compliment et d'avoir été sensible à ça, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on a essayé de faire. Il y a 2 choses importantes, je pense, à noter. C'est que déjà, Desproges par Desproges, notre idée, c'était de faire que Desproges puissent se raconter, parce qu'il y avait énormément de matériel disponible dans la presse, dans des interviews télé, radio, qui n'étaient pas exploités. Et donc, simplement, on a utilisé 2 couleurs pour différencier ce que nous, pendant le travail, on appelait la voix off, ce qui était nécessaire pour contextualiser, et le texte de Desproges, donc qui est écrit à la première personne. Puis ensuite, sur la chronologie et les thématiques, voilà, c'était le gros piège. Est-ce qu'on part sur une chronologie? Est-ce qu'on part seulement sur des thèmes? Et on a fait les 2. C'est-à-dire qu'on a une première partie qu'on a intitulée Pierre, je crois, ce roman. Pierre, et ensuite Desproges. Oui, alors là, on a passé beaucoup de temps. Non, je trouvais que c'était une bonne idée. Une première partie Pierre, une deuxième partie Desproges, on reste dans le personnage. Je trouve ça très intéressant. On a pris un gros risque sur le titre. Bravo les filles. Hein. Surtout, l'idée, c'était d'intégrer des thématiques sur les années. Donc, par exemple, on a commencé par 1939, l'année de sa naissance, et la thématique des Juifs, qui revient très souvent dans les sketchs de Desproges, parce que c'est fondateur du personnage. Oui, la chronologie, elle était aussi inévitable pour quand même expliquer la partie du bonhomme qu'on connaît beaucoup moins. Effectivement, il a fait sa première communion, mais il se dit athée mystique. En fait, la chronologie nous permet aussi d'aborder des thèmes qui sont récurrents chez le personnage public, donc effectivement le nazisme, et puis de raconter aussi l'importance de la presse. Il a quand même appris à écrire, il avait une plume naturellement, qu'il a perfectionné réellement au contact des faits divers dans l'Aurore. Et là, on a passé un certain temps devant des microfilms à la BNF, retrouver les articles des faits divers que Pierre Desproges, parfois signé PD, c'était pratique, a écrit. On retrouve sa plume. Il n'était pas forcément très bon journaliste, mais il avait le sens de la pirouette à la fin des articles, il ne pouvait pas s'en empêcher. C'était pas le propos. C'était pas le propos de l'article, c'est-à-dire qu'il faisait des articles, voilà. Carrière qui est faite tout le temps dans le détournement, de toute façon. Je veux dire, c'est les chemins de traverse en permanence. Le livre montre aussi très bien la dualité qu'il y a chez Desproges. Il y a l'image audiovisuelle qui fonctionne extrêmement bien, et en même temps, lui, il est pris dans une idée d'écriture. À un moment, on se pose la question, est-ce qu'il n'aurait pas pu complètement se passer de l'image Desproges, l'image de télévisuelle? Est-ce que son rêve n'aurait pas été d'être seulement l'écrivain? Il y a cette prédominance tout le temps de l'écriture.
On peut imaginer, alors c'est toujours difficile et puis un peu stupide d'imaginer ce qu'il aurait fait puisqu'il est mort à 49 ans et qu'il n'a pas fait ce qu'il n'a pas fait. Enfin, je pense qu'il était quand même très à l'aise et très heureux devant une page avec sa plume. Je ne sais pas si la télé et la radio surtout, il s'y est beaucoup amusé. Ça lui a donné moyen d'avancer, de toucher des formats très différents. Mais effectivement, il pensait quand même au bout d'un moment écrire pour les autres. Même la scène, il avait envie de la quitter. C'était vraiment ça son média, d'où le film d'ailleurs de Christophe qui est vraiment il se sur présente l'écriture. plus comme écriveur que comme humoriste finalement. Et il y a quelque chose d'intéressant aussi, c'est qu'on a retrouvé des questionnaires de Proust qui datent sans doute des années 70 et dans ce que je veux devenir, c'est un grand journaliste. Donc c'est la plume, l'écriture avant tout. Parce que journaliste, c'était pas pour la recherche de l'info ou du scoop à tout prix, parce qu'il était plutôt journaliste raté. Non, mais je crois que Desproges, on aurait pu lui retirer l'image, mais on n'aurait pas pu lui retirer les mots, quoi. Je crois vraiment que les mots, c'était... de toute façon, on a eu la chance de retrouver quelques belles archives dans le film où il explique assez bien. C'est sa matière, c'est sa raison de vivre. Il explique, voilà, il vit au milieu des mots, dans les mots, très tôt, hein. Bon, enfant, il était très fort en français, bien meilleur en français qu'en maths. Mais à l'adolescence et même dans ses années de jeunesse, il s'amuse avec ses amis. On passe des soirées à s'amuser avec des mots, à inventer des définitions à partir de mots saugrenus. C'est vraiment un homme, alors d'abord qui aime lire, qui lit beaucoup, qui passe sa vie dans les mots. Et dans le journalisme, oui, c'est un journaliste, j'oserais pas dire médiocre. La collecte de l'information, c'est pas là où il est le plus rigoureux. En revanche, c'est un styliste hors pair, un style qui apparaît moins quand il relate des faits divers que quand il va se retrouver à la tête d'une rubrique qu'un rédacteur en chef qui a du pif. Bernard Moreau, pour ne pas le nommer, va lui confier une rubrique qui s'appelle Bref, et qui consiste à, en quelques lignes, donner une information en quelques lignes. Et là, il va commencer à développer un art de la chute assez exceptionnel, un art de la chute qu'il a découvert, il me semble, chez Alexandre Vialat. Voilà. Oui, c'est vraiment quelqu'un qui est immergé dans les mots, dans les phrases, dans la littérature, dans la syntaxe, dans les tournures de phrases. C'est vraiment complètement son univers. Je crois vraiment que les images, il aurait pu s'en passer sans problème. D'ailleurs, il s'en est passé, puisque finalement, monter sur scène, c'était se passer des images et exister à travers ses propres mots. En même temps, c'est une bête de scène aussi. Enfin, je veux dire, il invente quelque chose à la télé, dans sa présence physique, avec cette absence de sourire. Enfin, voilà, À la télé, je pense que ce qu'il invente, c'est ce que lui appelle le goût du bide. Ça, d'ailleurs, pour les problèmes de chronologie et de thématique, ça nous a servi notamment à relater son début de carrière où il était monsieur loyal à l'Olympia pour présenter Nicole Croisy. Et donc là, c'est à ce moment-là qu'il développe le goût du bide. Il se pointe sur scène et il a fait ça aussi pour Dalida, pour un spectacle de Dalida. Donc voilà, il y a à la fois l'écriture et puis physiquement dans la posture, ce goût de la provocation, de la déstabilisation de la personne qu'il a en face de lui. Mais alors, si je puis me permettre, parce qu'on nous a dit qu'on pouvait s'interrompre, donc là, j'interromps un peu tout le monde. Mais non, mais cette histoire du goût du bide, d'une certaine manière, on peut dire que ça apparaît dès Le Petit Rapporteur et l'interview, on va dire, fondatrice de Françoise Sagan, où là, il accepte de prendre un bide phénoménal, mais bon, pour nous amuser, enfin, c'est quand même l'interview la plus lunaire qui a jamais existé, voilà, qui est absolument formidable. Mais donc, ce goût du bide, il le développe très tôt. Enfin, il faut en avoir dans le ventre pour avoir le goût du bide, d'une certaine manière. Parce qu'il fallait quand même affronter Françoise Sagan, qui n'était pas n'importe qui, et quand bien même il l'a un peu piégée, quand bien même elle a été formidable, bon, quand même, son questionnement est quand même... Enfin, moi, je l'ai vu 20 fois, 30 fois, 50 fois, et j'avoue honteusement que je rigole à chaque fois, quoi. Voilà. C'est pour vous dire le niveau un peu du personnage. Et ce qui est rigolo, justement, et qui amplifie aussi ce goût du bide sur Sagan, c'est que la raison pour laquelle Desproges est allé voir Françoise Sagan, c'est que quand il écrivait justement les brèves à l'Aurore, il a failli se faire virer, parce que tout le monde n'appréciait pas Desproges à l'Aurore. Le Trublion, c'était quand même un journal normalement sérieux. Et Sagan, un jour, a écrit au directeur de l'Aurore en lui disant « J'achète l'Aurore tous les matins pour Pierre Desproges ». Elle lui a donc sauvé sa place. Il l'a su par son copain Bernard Moreau. Et quand Jacques Martin lui a donné une caméra en disant « Tu fais ce que tu veux », il s'est dit « Je vais aller voir la plus grande auteure contemporaine qui connaît mon nom, mais pas franchement le style. » Voilà. Donc c'est un vrai goût du bide. Il s'attend. Et là, il profitait de son anonymat. C'est-à-dire, c'est le type d'interview qu'il n'a pas pu refaire ensuite. Non, c'est ça. Parce que c'est assez perfide, quand même.
Il joue à saute, non, À Pince-moi et Pince-moi avec Roger Perfit. Dans sa chambre, la chambre de Perfit. Et habillé. Et oui, on n'a peut-être pas les rushs. Il y a une part vraiment jusqu'au boutiste, et même intransigeante dans le... Oui, il dit quelque part qu'il aime les choses, il aime pas tout ce qui est tiède. Bon, j'adore dire des mots qu'il aurait détestés, mais il a une forme d'extrémisme, c'est pas vrai. Mais il est quand même, il est jusqu'au boutiste dans tout. En amour, il est comme ça, en amitié, il est comme ça, et quand il aime pas, évidemment, il est à fond, mais avec lui-même aussi. Effectivement, il prend des vrais risques parce que quand il se retrouve à l'Olympia, c'était quand même la salle mythique de Paris, et il arrive et il raconte vraiment. On a retrouvé quelques notes de l'Olympia. Je savais qu'il avait fait des blagues de merde. Je pense que personne ne rigolait, mais Cocatrix adorait, le directeur de l'Olympia. Et il était hyper conservateur parce que donc on a retrouvé ces notes avec vraiment les pliures, la marque, la transpiration et du stress, je pense. Donc tout était absolument dans ses archives. Ce qui permet aussi de faire un travail comme celui-là. Oui, c'est ça, parce qu'il y a aussi plus des images qu'on connaît tous, qu'on a vues. Le livre regorge d'images privées ou de pages de son écriture. Moi, j'aime beaucoup cette façon qu'il a d'écrire les lettres et de partir en diagonale, de ne pas arriver à tenir c'est ça, mais en même temps, on se rend compte à quel point il est fidèle à l'image qu'on a de lui. On était tombé sur une archive radio, justement, à l'INA. Je ne sais plus si on l'a utilisé, une graphologue qui étudie l'écriture de Desproges. Elle ne sait pas qui c'est, il est caché, et elle tombe assez juste. Je ne sais plus si on l'a utilisé, mais... Et donc ça, les archives, c'est des choses qui étaient dans la famille. Donc comme disait Cécile, oui, mon père était extrêmement maniaque, il gardait tout, et comme il était très angoissé aussi, tout pouvait lui servir, toutes les notes, donc il gardait tout, là-dessus ma mère gardait tout. Du coup, moi, je garde tout. Et puis, du coup, j'ai refilé ça à ma copine Cécile. On s'est partagé les boîtes on habite à 1 heure l'une de l'autre. Et je lui ai déposé des boîtes d'archives avec la presse et les articles, enfin, pas mal de choses. Et on s'est partagé. Et on lisait chacune de notre côté et on s'échangeait ce qui valait la peine d'être lu pour ensuite écrémer. Donc, on a fait... là, on a 340 pages, je crois. On a fait plus que prévu et on a enlevé des milliers de choses. En fait, quand Perrine m'a parlé du livre, elle m'a montré d'abord des collages comme ça et des jeux de photocopieurs de Desproges. C'est ce que j'adore parce que ça montre ce goût de l'absurde qu'il a et qu'il cultive constamment sur scène dans ses textes. C'était naturel et c'était quelque chose de purement quotidien. Donc voilà, il a une photo de Mitterrand, il va la coller devant une photo qu'il a prise lui-même, je crois, d'éléphant en plein ébat. Oui, c'est totalement spontané en même temps. Il y a aussi, je crois, Monsieur et Madame de Nazareth regardent leur fils s'entraîner. Et donc, voilà, un petit collage de photocopiés. Et donc ça, par exemple, on l'a utilisé pour son rapport à la religion, son rapport à Dieu, voilà, avec le détournement vers l'absurde. On aurait dû faire un PowerPoint. Hein. Et l'idée du documentaire aussi, c'est qu'on a fait ce livre avec l'ambition d'utiliser donc ce qui n'était pas accessible par tout le monde, les choses qu'on pouvait consulter dans les archives de l'INA. Et on a terminé ce livre en se disant, mince, maintenant on est un peu frustré, parce qu'il reste énormément d'images intéressantes et qui mériteraient... Enfin, il y a encore des choses à dire quoi, sur Pierre Desproges. C'est là que j'arrive en short, le corps huilé, et on se dit qu'est-ce qu'on fait. Voilà. Et donc... Non, mais en fait, le film s'est fait parce que à l'INA, il y a une productrice qui est une fan absolue de Pierre Desproges, qui s'appelle Anne Genevaux, donc qui a produit le film et qui entretenait, je crois, de très bonnes relations avec quelqu'un qu'on appelle, de manière assez horrible, une ayant droit. Perrine Desproges est une ayant droit. Et dans les ayants droit à l'INA, il y a les casse-couilles et les autres. Il y a des ayants droit qui vivent, mal leur ascendance, prestigieuse parfois, ce qui n'est pas le cas de Perrine. Donc, en tout cas, de cette rencontre entre Anne et Perrine, voilà, elles ont eu l'idée du film. Moi, je ne suis arrivé qu'à la fin. Enfin, au début du film quand même, mais... Voilà. Sinon, juste une chose, toujours pour poursuivre sur les ayants droit casse-couilles. Quand bien même le film, et encore une fois... n'aurait pas existé sans le livre. Mais j'ai fait ça tranquille, les mains en haut du guidon, avec zéro pression de Perrine Desproges, de Cécile Thomas. Voilà. C'est-à-dire qu'à aucun moment on m'a dit tiens, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Enfin, Perrine, elle ne vit pas dans
Elle vit pas dans le culte, si vous voulez, de son père. Je crois qu'elle a la bonne distance, si vous voulez, ni trop loin, ni trop proche. En tout cas, plusieurs fois, elle essayait de m'encourager à dire encore plus de conneries. Mais vu que j'étais déjà à un niveau assez élevé, j'ai dit c'est peut-être mieux de pas en rajouter, quoi. Donc je la remercie quand même, j'en profite, voilà, parce que je l'avais jamais dit, mais Perrine, je te le dis. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Et je pense qu'elle a la distance nécessaire pour juger les textes, les écrits de son père, ce qui n'est pas forcément donné à tout le monde. Et aussi la capacité d'entendre les autres les juger. C'est-à-dire, on peut parfois lui dire bah, ça, c'est pas bon, et puis elle acquiesce vigoureusement. Et l'objectif avec le livre, avec le film, c'était surtout pas de faire une statue à Pierre Desproges. Au contraire, parfois déboulonner Desproges et montrer qu'il pouvait avoir un côté réac quand il parlait du rock, quand il parlait de la reine d'Angleterre, du général de Gaulle. Et ça, c'est un grand plaisir. Je suis désolée, mais ils sont mignons tous les deux. Alors là, c'est les seules minutes, on s'envoie des fleurs, après on arrête. Mais non, mais d'abord, en tant qu'ayant droit, je peux être casse-couille, ça je l'assume. Simplement, non, c'est pas du tout. Non, si. Ah si. Bon, on débattra plus tard parce que je pense que simplement, il y a quand même quelque chose d'extrêmement précieux, c'est de trouver une bonne équipe et d'être en confiance. C'est-à-dire que, et tu le sais, on m'a proposé des choses pour les 30 ans de sa mort là, qui était en avril, des documentaires sur des chaînes encore plus regardées par en prime machin. Avec Michel Drucker. Alors, c'est pas le pire, mais j'y serais pas allée quand même. Ah non, il y a pire. Et ça, je veux pas. Je préfère qu'il ne se passe rien. Ah oui, non, là, c'est pire. Pour moi, c'est impossible de toute façon de travailler avec des gens si on n'a pas confiance. Avant Cécile, je n'ai pas vendu les archives sur eBay. Ça, j'en sais rien, je suis pas allée vérifier. Avoir confiance. Non, mais on s'est quand même retrouvés avec Cécile à ouvrir des lettres. Enfin, moi, j'avais déjà ouvert des lettres. Et un jour, elle me parle d'ailleurs des lettres de François Mitterrand, de François Mitterrand à Anne. Merci. Et là-dessus, je me souviens très bien que j'étais sur un parking et je me dis, je lui dis ou je lui dis pas, je lui dis ou je lui dis pas. Et là, je me dis, bon, je lui dis quand même parce qu'on était en pleine écriture. Tu sais, Cécile, je sais qu'il existe des lettres de mon père à ma mère, mais j'ai jamais eu envie de les regarder. Elle est restée très courtoise, mais je l'ai entendue trépigner dans son silence en me disant c'est peut-être le moment de les ouvrir, puis on verra bien. Donc évidemment, ça c'est vraiment la chose que j'ai lue en premier, mais j'ai pu tout partager avec Cécile. On n'a pas tout publié, mais Cécile a tout lu. C'est quand même vraiment des histoires de confiance. Et de la même manière, quand Anne Genbeau, avec qui, pareil, on partage et un plaisir de travail et une confiance, quand elle nous présente Christophe, j'étais pas inquiète. Bon, au bout de 3 minutes, je me suis dit, ouais, il va être bien ce garçon. On devrait bien rigoler. Non, mais c'est vraiment une histoire de confiance et c'est essentiel. En dehors de la confiance, je suis extrêmement casse-couille. J'y tiens. Ne nous voilons plus la face. La Troisième Guerre mondiale est inéluctable. Il ne nous reste plus beaucoup de temps pour rigoler. Alors, dépêchons-nous. Nous allons jouer à un jeu très amusant. Nous allons jouer au rébus vivant. Regardez bien. Cette scène doit irrésistiblement vous évoquer le titre d'une vieille chanson française. Non? Bien, alors regardez, voilà qui va vous aider. Je suis le petit Patapon. Je suis un empereur romain très méchant. Je garde les moutons. Eh bien oui, vous avez compris. Le titre de la chanson était « Il était une bergère ». Il était une bergère. Néron et rond. Petit Patapon. Il était une bergère, Néron et rond, petit Patapon. Il était une bergère qui gardait ses moutons, tonton, qui gardait ses moutons. Étonnant, non? Perrine Desproges, Cécile Thomas et Christophe Duchiron à la librairie Ombre Blanche, vendredi 14 décembre 2018, autour de l'ouvrage Desproges par Desproges et du film Desproges, une plume dans le culte. Justement, ça m'intéresse de savoir quel est votre premier votre souvenir qui vous a fait aimer Desproges. Ce qui m'a fait aimer Desproges, c'est qu'au début, je comprenais pas tout, quoi. Moi, j'étais petit, j'ai des souvenirs de Desproges du Petit Rapporteur.
Donc c'est pour vous dire, je suis quand même dans une classe d'âge relativement élevée. Et je comprenais pas tout. Et puis alors après, j'ai suivi le cursus, quoi. J'ai suivi le cursus un peu de Desproges. Après, j'ai récupéré au flagrant délire. J'ai un peu raté 30 millions d'amis. C'est dommage parce qu'il y a quand même des moments d'anthologie, quoi. Il y a du dressage de puces, il y a quand même des très bons moments. Tribunal des flagrants délires. Quand même, ma grande période, c'est Cyclopède. Mais même Cyclopède, je comprenais pas tout. Et c'est ça qui est intéressant quand même. Oui, mais de ce point de vue-là, c'était très réussi. Et puis après la scène, quoi. Voilà. Vous voyez, j'ai un peu fait mes études avec Desproges, comme beaucoup, quoi. On rencontre quand même beaucoup de gens qui nous disent oh, si vous saviez, le tribunal des flagrants délires, je ratais les cours pour écouter Desproges. Et on en a rencontré pas mal. Enfin, des gens, ça c'est dingue. Hein. Je serais à l'éducation nationale, je peux vous dire que je me vengerais, pas sur le père parce qu'il est plus là, mais j'irais voir la fille, je dirais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et moi, je suis arrivée à Desproges sur le tard. Je viens pas d'une famille desprogienne qui m'a biberonnée au tribunal des flagrants délires et tout ça. Et moi, je suis arrivée par l'écrit, par les chroniques de l'âne ordinaire. J'ai envie de dire, j'ai commencé par le meilleur, parce que son écriture atteint son paroxysme d'efficacité. Et donc voilà, puis là, je suis tombée dedans. C'est assez difficile d'en sortir. Mais pour moi, c'est avant tout un auteur. Vraiment, beaucoup plus qu'un humoriste. Et ce que j'aime, c'est sa plume. Dans le documentaire, c'est Philippe Génada qui dit ça très bien. Il dit Desproges, c'est le seul type qui est capable de mettre 10 adverbes ou 10 adjectifs les uns à la suite des autres et de faire quelque chose de très beau, de vraiment superbe, très précieux et drôle. Et vous, je savais. oui, parce que... Et merde. Moi, je suis tombée dedans aussi, puis il me lâche pas non plus. Non, ceci dit, c'est drôle. Moi, j'avais 11 ans quand mon père est mort. Je me souviens de Corbignou, ancêtre de Cyclopède. Donc moi, je sais pas, j'avais 4 ou 5 ans, je sais pas, 3 ans. Et c'était un professeur absurde dans l'île aux enfants. Il avait pareil, je sais plus combien de temps ça durait, c'était un peu plus long que le Cyclopède. Il apprenait à manger sa soupe sans bruit. Alors, il finissait au bord d'une autoroute parce qu'il n'arrivait pas à faire sans bruit. Des choses totalement absurdes, mais adressées aux enfants. Et je rentrais de l'école et en disant mon père, c'est sympa, mais tous mes copains disent que t'es vraiment con. Ce qui le faisait marrer, évidemment. Bah oui, parce que c'était monsieur absurde pour enfants. Et puis voilà, puis Cyclopède, c'est pareil. Moi, je m'en souviens très bien. Je regardais mon papa là comme ça, mais je comprenais évidemment pas. Puis après, c'est plus compliqué parce que moi, j'ai découvert au fil du temps, mais quand il était plus là. Donc après, c'est un rapport, ça prend plus de temps. Et je te pose une question, si c'est possible. Non, je sais plus, parce qu'en fait, les Cyclopèdes ou les Corbignou ont en partie été tournés chez lui, dans sa maison. Donc... Surtout Corbignou. Non, mais Corbignou, c'était tourné pendant qu'on était à l'école. C'est ça. Voilà. C'était vache, donc on savait que la journée, il faisait con à la maison, et nous, on était à l'école. C'était pas drôle. On se disait que c'était pas mal leur boulot. Après, on pourrait aussi parler du côté conflictuel qu'il y a chez Desproges. On a l'impression qu'il avance aussi par clash avec Jacques Martin, avec Villers. C'est un moteur pour lui de s'engueuler Non, je crois que c'est inévitable. Moi, je dirais que c'est surtout ça. C'est pas l'homme de quelqu'un. Il était quand même, malgré tout, il a mis du temps à être reconnaissant avec Martin parce qu'il s'était engueulé fort, mais il reconnaissait quand même que Martin l'avait mis en pleine lumière et que ça lui avait donné des possibilités dans lesquelles il s'est éclaté derrière. Villers, il s'engueule, mais parce que c'était aussi deux têtes fortes. Faut dire qu'un jour, il lui a envoyé une lettre un peu violente, il pensait qu'ils allaient s'engueuler comme d'habitude, sauf que là, Villers a trouvé qu'il avait un peu trop poussé le bouchon. Il était quand même plus heureux seul. Il ne pouvait pas travailler, il avait essayé de collaborer avec Régaud, il s'entendait très bien avec Régaud, mais l'écriture à deux, la notion de travailler en équipe, c'était quand même pas son truc. Après, il y arrive quand même avec Jean-Louis Fournier, mais parce qu'ils font pas la même chose. Pas du tout avec Ribes. Non. Non, mais en fait, sur l'idée du conflit, je suis pas sûr d'ailleurs que ça soit seulement circonscrit au monde professionnel. C'est-à-dire que, pour avoir eu la chance d'échanger avec les copains de l'Aurore, hein, qui on a partagé une belle après-midi là au moment du tournage, c'était un copain jusqu'au boutiste. Hein, Desproges, d'ailleurs, il le savait, donc on peut le dire, il était chiant, il était jaloux. Il était susceptible et il s'engueulait régulièrement avec ses copains aussi.
pour se rabibocher avec eux, mais d'une certaine manière, je crois qu'il a fait un peu la même chose professionnellement. C'est vrai qu'il s'engueulait avec tous les gens avec qui il pouvait s'engueuler, je pense, professionnellement. Il n'en a pas laissé passer beaucoup. Ça me fait penser, il disait aussi il en parle d'ailleurs, qu'il ne supporte pas les compromissions et que même d'aller bouffer avec quelqu'un qu'il n'aime pas parce qu'il faut parler boulot, il n'y va pas. Donc quand il a un truc à dire, même s'il a tort, de toute façon il le dit. Le problème c'est qu'en plus comme il a la verve, il blesse. Moi effectivement dans les vieux copains de mon père qui sont toujours là parce qu'ils le connaissaient bien, plusieurs parfois, enfin une en l'occurrence, a pleuré parce qu'il lui avait dit un truc totalement épouvantable. Après il avait cette autre facette, c'est qu'il s'en voulait terriblement de faire du mal aux gens qu'il aimait, et donc il se confondait en excuses avec un bouquet de fleurs ou quelque chose de très particulier pour montrer son désespoir d'avoir blessé un ami. Oui, et puis c'est quand même un type d'une extrême tendresse, parce que moi, quand j'ai commencé à travailler avec Perrine, je m'attendais à découvrir quelqu'un d'extrêmement dur, extrêmement blessant régulièrement, et en fait c'est quelqu'un d'une infinie sensibilité. Donc on le voit évidemment dans ses lettres à son épouse, mais on a retrouvé aussi les lettres qu'il a écrites depuis le service militaire à son copain d'enfance. Enfin, c'est une amitié presque amoureuse parfois dans l'emballement des sentiments et tout ça. Et voilà, il y a un type très fleur bleue qui s'occupait, c'est lui qui jardinait et qui offrait des fleurs à Perrine, je crois. Il y a vraiment ce côté, dans des interviews, on l'a lu, où on dit de lui que c'est le dieu Janus à deux visages. Vraiment la gentillesse absolue et le côté qui peut être extrêmement cassant. Je pense que vous faisiez allusion à Poumi. Oui, c'est ça. Oui. C'est presque un truc dommage parce qu'il disparaît... Après Poumi, on n'en entend plus parler et moi, je me suis dit merde, j'aurais bien aimé savoir. Il va très bien, il est venu nous voir la projection, il est toujours présent. Non, c'est parce qu'on avait moins d'éléments, tout ça. Et puis le livre part sur autre chose, mais c'est vrai que c'est très joliment. Oui. Et donc c'est ça ce qui est intéressant chez Desproges, c'est que il va se fâcher avec des gens qu'il ne reverra jamais dans le travail, par exemple, et puis il va avoir une fidélité en amour et en amitié qui est absolument exceptionnelle. Là, quand on a vu tous les copains de l'horreur, c'est incroyable. Il a continué à les voir, peut-être un peu moins, mais... Moins parce que la vie fait qu'on a moins de temps, mais... Alors ça, c'est quelque chose, je m'en suis rendu compte, je le savais, mais quand on est comme ça pris dans le livre, c'est extrêmement court, c'est extrêmement dense, mais c'est 10 ans, quoi. Et donc, c'est vrai que ça donne une œuvre, moi je pense qu'on peut parler d'œuvre, parce qu'écrite, c'est le Seuil a publié les œuvres, le pavé, donc c'est vraiment un gros pavé, puis c'est très varié, très divers. Il y a la télé, il y a tout ça, on sent que c'est effectivement 10 ans de travail sans relâche. C'est sûr qu'il a quand même pas mal produit. Moi, quand je vois la somme d'archives qui nous reste à la maison, c'est démentiel, hein, en si peu de temps. Ouais. Et même le tribunal des flagrants délires, c'est 1 an et demi. Ouais, c'est 1 an et demi. 1 an et demi. Le petit rapporteur, c'est 6 mois. Alors que tout le monde nous parle du petit rapporteur et c'est 6 mois. Oui. C'est très très bref. Mais il a ce côté, c'est marrant, assez velléitaire aussi. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il s'emmerde, il a besoin de faire autre chose. Oui, je ne sais pas si c'est pour ça qu'il s'engueule, j'en sais rien, mais je crois pas, mais pas que, mais peut-être que ça aide. Oui, effectivement, il est toujours. Alors, et du coup, il se réfugie tout le temps dans l'écriture. Oui. Puisque l'écriture, c'est la seule constante, en définitive, c'est le seul truc qu'il suit. La première lettre qu'on a trouvée, il a 12 ans. Et c'est déjà une belle écriture. Sa lettre à 15 ans, quand il part au Laos avec son père, on était scotchés quand même toutes les deux quand on a vu ça. Donc ça existe déjà. Il demande à sa mère à 15 ans de lui signaler s'il y a des fautes d'orthographe. Et après, il se venge quand elle fait des fautes d'orthographe. Peut-être qu'effectivement, il aurait quitté complètement et la scène et la télé pour être seulement dans l'écriture. C'est possible. En tout cas, il aurait, comme disait Christophe tout à l'heure, c'est vraiment l'élément qu'il n'aurait pas lâché. Desproges, la carrière a été courte, mais aussi il s'est mis à travailler très tard. Ouais, j'aime bien le dire, je suis désolée. Mais il a commencé à travailler à 29 ans. Il a essayé de prolonger ses études, et puis ensuite, il travaillait vaguement pour remplir le frigo, pour acheter quelques bouteilles, faire la fête avec les copains, mais sans plus. Et il grattait la guitare et il écrivait des chansons, pas de la parodie comme il a pu le faire plus tard. Mais voilà, on était déjà sur l'écriture. C'est avant le journalisme, et il se cherche, il essaye par l'écriture de chansons. Oui, il y a un côté même, très poète, puisqu'il fait des études de kiné, c'est ça ? Oui, il fait des études de kiné, exactement comme disait Cécile, pour passer le temps. Il faut être honnête, ses parents habitaient en Afrique à l'époque, mais ils avaient un appartement à Paris. Donc lui habitait dans l'appartement à Paris et il faisait des études pour rester dans l'appart, quoi.
Et voir ses copains. Et voir ses copains. Il oui, faisait ça, des c'est- bœufs avec les copains et c'est là où il jouait au dictionnaire, où il faisait des chansons. On a les enregistrements de ces chansons qui sont assez top. Comment vous expliquez que des proches soient encore aussi importants aujourd'hui, 30 ans après, et que finalement, quand on relit, ça n'a pas pris une ride, quoi, les chroniques de la haine ordinaire n'ont pas pris une ride, le dictionnaire superflu, c'est spectaculaire. Hein. Je veux dire, quand on reprend, à l'heure de MeToo, on reprend l'article femme du dictionnaire superflu, je veux dire, c'est encore extrêmement fort. Quoi. Bah, pour moi, c'est la qualité d'écriture et les thématiques hyper générales, la vie, la mort, l'amour, les femmes, le racisme, qui restent hyper actuels. En effet, je crois que l'écriture, sa qualité de plume, voilà, et je crois que entre guillemets, l'œuvre de Desproges tient encore aujourd'hui parce qu'il a un talent d'écriture hors norme, et qu'en effet, il a abordé des thématiques qu'on pourrait qualifier d'universelles. Voilà. Mais je crois que c'est vraiment sa plume qu'il tient. On a aussi intégré dans l'ouvrage des extraits du tribunal des flagrants délires, des réquisitoires qui n'avaient pas été publiés encore. Et en fait, notre inquiétude, c'était de devoir ajouter des notes pour contextualiser, alors, qui est Roger Perfit, Et en fait, on ne l'a absolument pas fait, ou de façon hyper ponctuelle, parce que finalement, même si on se dit que les plus jeunes générations ne vont pas savoir qui est qui, on comprend absolument où il veut en venir. Et voilà, on est dans la pérennité totale. Je pense à un réquisitoire sur le snobisme. Réquisitoire contre qui, je ne sais plus, parce que souvent il dérive totalement, donc ça n'a aucun rapport avec l'invité. Et là, il parle du nouveau snobisme qui est de dire mais je n'ai pas la télé, moi, monsieur. Voilà, 40 ans après, je pense que le texte n'a pas pris une ride. Comment vous avez travaillé au niveau du film en partant du livre? Est-ce que le travail est similaire ou radicalement différent parce qu'on n'a pas le même support Bon, d'abord, on voulait s'intéresser à l'écriveur, donc au texte. Ouais. Et donc là, on a eu la grande chance pour faire le film de bénéficier des archives qui existaient. Comme elles l'ont dit toutes les deux, ils gardaient tout. Voilà, donc ça, c'est formidable. Moi, personnellement, je trouve ça toujours émouvant de voir chez les écrivains des pages d'écriture. Il y a quelques années, j'avais fait un film sur Antoine Blondin. Il y a une écriture d'enfant, il n'y avait quasiment pas de rature, et puis une langue qui était merveilleuse. Moi, je trouve ça toujours très émouvant. Quoi, voilà. Entre la page du livre, qui est parfaite, et puis appelons ça le brouillon, ou en tout cas la page de travail. Donc il y a tout ça, il y a quelques ratures, il y a quelques annotations. Donc on a travaillé avec ces éléments-là, des éléments photographiques aussi, qui étaient intéressants, émouvants. Et puis il y avait des images, beaucoup d'images d'archives. Et là, dans les images d'archives, il y a deux catégories d'archives. Il y a des archives qui sont des archives familiales. Et ça, c'est très chouette et c'est aussi très émouvant. Et bon, il y a des films Super 8 qui sont formidables, voilà, qui sont très beaux. Et c'était pas seulement un homme d'image à la télé, il avait une caméra Super 8, donc il a filmé beaucoup de choses. Il avait un caméscope aussi, ce qui permet de voir Perrine dans ses œuvres à l'âge de 3 ans. Et rien que ça vaut le coup de venir voir le film ce soir. Hein. Ça dure pas longtemps, je vous dis pas de quoi il retourne, mais enfin, sur mauvais traitement à enfants, c'est quand même honteux, quoi. Voilà. Mais venez voir, hein, je vous jure, vous ne serez pas déçus. Et puis à côté de ça, de ces archives, il y avait tout ce qu'on connaît mieux, à savoir le petit rapporteur, Tribunal des flagrants délires. Ça c'est chouette, il y en a 3 qui ont été filmés. Il y a celui sur Jean-Marie Le Pen, qui est quand même très très connu. Il y a celui sur Patrick Poivre d'Arvor, qui vaut vraiment le coup d'être vu ou revu, parce que c'est un carnage total. Et là, mon petit Poivre d'Arvor, il a pris sévère quand même. Hein. Il était tout jeune, là, il y a quelques plans de coupe qui en disent beaucoup. Je crois qu'il a regretté d'être venu. Mais enfin bon, c'était trop tard, il ne pouvait plus s'échapper. Et il y en a un qui est moins connu, qui est celui qui est consacré à Jean Carmet, voilà, qui a été censuré pendant un moment à la télévision française, qui a été fait pour Antenne 2 à l'époque. Pourquoi censuré ? Il a été censuré parce que un des témoins appelés à la barre était Paul Prébois. Et il accusait Paul Prébois, Jean Carmet, d'avoir fait de l'exhibitionnisme. Et je crois que des proches intervenaient en disant hey, non, tu peux dire que c'est caquette. Voilà, tu peux dire caquette. Bon. Ils sont allés montrer le film, le montage au directeur des programmes d'Antenne 2. Et là, il y a une mine affligée. On ne peut pas montrer ça à la télévision. Donc le film a été censuré pendant des années. Il a été racheté par Jacques Perrin et diffusé à 1h du matin ou à minuit dans la 25e heure. Véridique, hein. Véridique, voilà.
tout ça pour le mot caquette. On devait être en 1980. Oui, on devait être 1980, 83. Ah oui, c'était après. Ah oui, 82, 83. Ouais, 82, 83. Donc faites gaffe, caquette, faites très attention parce que ça peut poser un problème. Non, mais il y a beaucoup d'archives. Non, puis alors, comme je fais quand même un travail assez difficile et que je suis un authentique professionnel, Monsieur Cyclopède, je crois qu'il y en a 97 ou 98. Et comme je suis un mec sérieux, je les ai tous regardés. Donc j'ai beaucoup ri. En même temps, il y en a des moins bien. Ça, c'est ça qui est formidable. Voilà, il y en a des moins bien, mais enfin, quand même, en règle générale, ça fonctionne pas mal. Mais non, voilà, en tout cas, en termes d'archives, c'était quand même très riche. Et entre les archives de l'INA et les archives qu'a apporté Perrine, on avait un peu tout sur tout. Donc je peux pas vous dire, j'aurais bien aimé avoir ça en plus. Non, on avait un peu tout, je pense. Tout. Si, moi, je peux le dire. C'est vrai. Non, pardon. Non, j'ai un regret. Il y a une émission, mais qui collait pas au thème de Des proches écriveurs. Une émission avec Pierre Bellemare. Je suis obligée. Donc j'ai oublié le nom, mais le principe, les parités. Et en fait, une célébrité venait jouer un rôle et une personne du public votait si oui ou non c'était vrai. Et Des proches a participé, donc une semaine, 4 ou 5 émissions. C'est hilarant, donc il fait croire qu'il a un frère jumeau, qu'il a une extrême souplesse. Ah oui, 2 pieds gauche. Et extrême souplesse, il est déguisé en gorille, il se pend à la façade de sa maison rue de la Mare, là où il tournait aussi les Corbignous. Je crois que c'était dans un journal pour enfants, donc c'était en pilote. Le grand jeu de l'été, c'était sur Lamartine. Effectivement, il y a un moment où une question sur Lamartine avait 2 pieds droits. Oui, parce qu'il y a des textes moins connus. Donc, il a écrit dans Pilote, il a écrit dans une revue de cinéma qui a périclité au bout de 4 ou 5 numéros, je crois. Mais on a retrouvé comme ça des choses. Cuisine et vin de France, j'allais dire bien sûr, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. En fait, Pierre Desproges a écrit dans les années 80 une chronique culinaire dans Cuisine et vin de France. Journal bien à droite et... Enfin, voilà, dans lequel sa plume passait pas forcément. Il y a des lecteurs qui déchiraient la page Pierre Desproges avant de lire leur magazine de cuisine. Et en fait, on en a fait ensemble un livre qui s'appelle Encore des nouilles, du nom de la chronique, qu'on avait fait illustrer par l'équipe de Charlie Hebdo. Lisez-le, c'est absolument délicieux. Il a accepté d'ailleurs de faire ses chroniques dans ce magazine comme ça très huppé, parce que la journaliste qui lui a proposé ça a senti qu'il était réticent, qu'il n'avait pas très envie, puis elle a dormi sur l'idée, elle l'a rappelé le lendemain matin, elle lui a dit écoutez, je vous paye en liquide, rouge ou blanc. Et on a retrouvé, on a quand même jubilé, nous l'avons publié, on a quand même retrouvé dans son côté conservateur la petite note écrite à la main de ce qu'il avait reçu de Cuisine et vin de France. Donc on l'a publié parce que ça c'est un tout petit machin. J'ai retrouvé, c'était dans Pilote. Alors Pilote c'est en plus un truc pour les gamins, mais alors je vais vous dire les questions. Donc c'était Lamartine. Les grands romantiques avaient en commun une vie intérieure douloureuse, mais de quoi Lamartine souffrait-il particulièrement? Réponse A, il était juif. Réponse B, il était communiste. Réponse C, il ne recevait pas très bien la 3e chaîne. Les parents de Lamartine étaient, réponse A, alcooliques. Réponse B, jacobins. Réponse C, 2. La nature avait doté Lamartine d'une particularité physique extraordinaire. Réponse A, il avait 2 pieds droits. Réponse B, il avait un œil marron et l'autre aussi. Réponse C, il avait une tête de con. Voilà, ça continue comme ça. On va les multiplier. Il y a peut-être des gens dans le public qui voudraient... Oui. Bravo, madame. Merci. Alors, je vais vous choquer. D'abord, je suis la fille d'un résistant militaire. Et alors, je me suis régalée avec Pierre Desproges, parce que vraiment, il n'épargnait personne. Bon, je suis née en 1939 comme votre père, vous voyez. Je dois avouer que je me suis servi de lui malhonnêtement. C'est bien. Parce que... Bravo. Bon, je l'écoutais, et puis j'avais acheté le livre, là, Les Flacons d'élire, 75 francs à l'époque, vous voyez. Bon... Et donc, quand il y a eu des manifestations à Toulouse, vous voyez, j'avais été moi-même servicante des armées en 62. Quand votre père parle de son service militaire, moi, je me suis occupée d'appeler de son époque. Voilà, aussi à Percy, à Clamart, vous voyez. Et alors, ne parlons plus de moi, mais quand il y avait des manifestations à Toulouse, où certains se revendiquaient de mai 68, c'était dans les années 2006,
Alors aussitôt, j'ai mis point de vue d'une simple citoyenne qui a vécu mai 68. Et j'ai écrit un topo que je vais vous passer. Et j'ai malhonnêtement utilisé votre père. Quand il parlait, vous le lirez, quand il disait, je vais vous le dire à la fin. Ah, j'ai pas mes lunettes, excusez-moi. Vous lirez le texte, point de vue d'une simple citoyenne qui a vécu mai 68. Alors j'avais mis à la fin. Concluant sur une petite pointe d'humour avec le point de vue d'un anarchiste né, Pierre Desproges, qui analysait en 1986, dans Chronique de la haine ordinaire, son point levé de mai 68. Autant que la vôtre, je renie ma jeunesse, depuis que je l'ai vu s'échouer dans la bouffonnerie 68arde, ou de crapoteux universitaires grisonnants, au péril de leur prostate, grimpaient sur des estrades à théâtreux, pour singer les pitreries maoïstes de leurs élèves, dont les plus impétueux sont maintenant chefs de choucroute à Carrefour. J'adorais votre père parce qu'il attaquait tout le monde. Oui. Il attaquait les militaires, les civils, les députés, tout le monde. Et je trouve qu'il avait des mots extraordinaires. Hein. Vous avez bien fait. Voilà. Mais tenez, je vous le donne. Merci. Je vous donne du papier. Voilà. Merci, madame. J'ai eu le sentiment que ça marchait pas toujours très très bien avec le petit milieu d'autres humoristes et comiques et que ça grinçait toujours un peu. Alors il s'était affiché avec le Luron, il y avait ça. Il y a une photo qui est reprise avec Guy Bedos. Il y avait le Coluche aussi. On a l'impression qu'il n'y avait pas de compagnonnage. Alors est-ce que c'était des proches qui voulaient vraiment se singulariser, parce que même avec Jean-Yann, il y avait quelque chose qui... Jean-Yann, je ferais moins en parler, parce que je pense que Jean-Yann l'a vachement... il a beaucoup écouté, Jean-Yann, à l'époque de la radio. Ça faisait partie quand même des personnalités qu'il aimait beaucoup. Ils ont dû se croiser, possible, mais après, c'est vrai que, comme disait Cécile, il a commencé tard déjà à travailler, et encore plus tard dans ce qu'on appelait le showbiz. C'était pas un homme de showbiz, il détestait ça, parce qu'on est effectivement dans le snobisme, on est dans le paraître. Donc c'est vraiment un monde qu'il aimait pas forcément au milieu de tout ça. Il y avait des gens intéressants, mais c'est pas forcément les gens connus qui sont le plus intéressants. Le Luron, il avait beaucoup de respect, de tendresse pour le Luron. Après, il faisait pas du tout le même métier. Et le Luron, il allait effectivement dans les boîtes de nuit, chic. Donc ça, c'était vraiment... Il partageait pas du tout ce type de plaisir. Bedos l'a beaucoup soutenu au départ, donc il y a eu quand même une amitié avec Bedos, mais après toute la partie showbiz, encore une fois. Et Coluche, alors il aimait beaucoup Coluche, là on parle du comique, il était admiratif de sa voix, de son esprit. Après tout ce qui était... Desproges était individualiste, un peu comme Brassens. Coluche, il avait toujours du monde. Il a écrit un texte absolument épouvantable qui s'appelle La Cour, c'est les chroniques de la haine ordinaire, où il parle en fait de Coluche. Il est chez Coluche et il voit la cour autour de Coluche. Il parle de Saint-Coluche, il s'attaque très durement à quelqu'un qu'il aime en même temps beaucoup. Il parle de Saint-Coluche parce que le côté « je vous exhibe ma générosité avec les restos du cœur », bon voilà, c'est là où il a un côté jusqu'au boutiste, mais qui est cohérent avec le reste de toute façon. Bien sûr. Il y a quelque chose effectivement qui saute au visage, c'est l'extrême cohérence du personnage, enfin de la personne Pierre Desproges, y compris dans son aspect de personnage public. Il rigole tout le temps à l'homme qu'il a l'air d'être. Une rigueur extrême et des principes intangibles. Desproges aimait énormément Rézère. Il a été très, très affecté par sa mort. Après, je ne connais pas justement... je ne pense pas qu'ils étaient copains, j'en sais rien. Je pense qu'ils se sont forcément croisés. C'est comme Wolinski, c'est comme... Se culte tout le temps pour le second degré et c'est presque une bataille pour faire valoir l'art du second degré, malgré jusqu'au bout aussi. Moi, je dirais pas que c'est une bataille, je dirais que c'est plutôt une nécessité. Ce type est tellement fragile et bouleversé par la vie, par les difficultés de l'existence, par la mort. Il est complètement obsédé par la mort depuis toujours, que c'est son seul recours. Donc moi, je le vois plutôt comme ça que comme un combat. Je suis assez d'accord. Ou un combat intime, en tout cas. Oui. Il a beaucoup de respect pour l'humour anglais. Pour lui, l'humour, c'est quand même Monty Python, c'est un peu tous ces gens-là. Oui. L'humour, effectivement, est un mot anglais, mais ce qui définirait peut-être plus Desproges, c'est le trait d'esprit. Pas toujours.
Non, le trait d'esprit, mais non, je pense à des choses, des articles de l'horreur, par exemple. Il écrit un très bel article sur le Train Bleu, le restaurant qui est à la gare de Lyon, magnifiquement décoré et tout ça. Et il finit par Teuf Teuf Miam Miam, signé Brigitte Bardot, non, je sais plus, ou Marguerite Yourcenar. Enfin, voilà, en citant le livre d'or. Donc, le trait d'esprit, mais toujours contrebalancé quand même par la chute un peu lourde. Et voilà, c'est aussi quelqu'un qui a voulu rester enfant, ado le plus longtemps possible, jusqu'à ce que... Ah ben, oui, avec son pote Catelin, qui est toujours là à 82 ans, ils disaient tous les deux qu'ils n'avaient pas le gène de l'adulte. Et Catelin, je confirme, à 82 ans, il n'a toujours pas. C'est raté. Je sens que vous voulez rajouter quelque chose. Pas du tout. D'accord. Il s'est payé ciné dans un réquisitoire. Je ne sais pas s'ils se sont côtoyés, pareil. Ils sont forcément croisés chez Charlie Hebdo parce qu'il a tenu une chronique 1 an, je crois. Et je crois que c'était 1 an avant, c'est la dernière année avant la disparition de Charlie Hebdo. Il dit qu'il a l'habitude de travailler avec des journaux qui périclitent. Donc c'était le cas pour la revue de cinéma dont je vous parlais tout à l'heure. Et c'est ensuite les derniers numéros de Charlie... jusqu'en 80, début 82. Il écrivait la chronique Les étrangers sont nuls, mon Charlie. Il était très couillon. C'est-à-dire que c'était effectivement un grand enfant. J'aurais pas l'analyse. Oui, il adorait les gosses. Que ce soit nous ou nos cousins, nos neveux, il adorait jouer avec les gamins. Alors je sais pas lequel des deux faisait. Je pense qu'on faisait rire sans faire exprès et que lui il cherchait à nous amener. Vous faisait monter des spectacles. Il nous faisait monter des spectacles, il nous interviewait, il nous faisait faire des pubs mémorables que Monsieur Christophe a voulu absolument mettre dans le film. C'est vrai que je disais il y a pas longtemps que c'était pas lui l'autorité, c'était plus maman. Il y a eu une fois où il nous a engueulé très fort avec ma sœur parce qu'on avait dû faire une connerie. Là, ça l'avait fâché. Il commence à lever la main comme ça, et ma sœur et moi, on explose de rire. Donc évidemment, il s'est marré parce que c'était plus rigolo de. Mais c'était un papa gâteau, c'était un papa très attentionné. Quand il parle de la fête des mères, Dieu, comme on en a parlé dans ma vie, et qu'il parle des petits bonhommes en mie de pain, il nous faisait ce genre de conneries. Il allait confectionner, alors qu'il n'était absolument pas manuel d'ailleurs, mais il nous confectionnait des trucs comme ça qui ne tenaient pas debout, mais qui étaient couillons. Il nous avait inventé une sorcière, le salaud. Il nous avait inventé une sorcière dans le mur de la maison. Il m'avait foutu une trouille monumentale. La guillotine en pâte à modeler, c'était pour vous ou c'était pour... La guillotine en pâte à modeler, c'était pour les paris de TF1. Voilà, donc hormis le gorille, j'ai un frère jumeau, il y a aussi je suis sculpteur sur pâte à modeler. Et du coup, effectivement, on a joué avec. Alors, on va passer à la dédicace. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Vous venez d'écouter une rencontre avec Perrine Desproges, Cécile Thomas et Christophe Duchiron lors de leur venue à la librairie Ombre Blanche à Toulouse le 14 décembre 2018 pour y présenter l'ouvrage Des proches par des proches, paru aux éditions du Kourou, et le film Des proches, une plume dans le culte, un événement proposé par l'Institut national de l'audiovisuel. Devenez vous y côté, monsieur le curé. Devenez vous y côté, monsieur le curé. De la foire du marché, Simone ma Simone. De la foire du marché, ma petite mignonne. Qu'est-ce que vous me rapportez, monsieur le curé? Vous me rapportez, monsieur le curé. Des souliers blancs pour danser, Simone ma Simone. Des souliers blancs pour danser, ma petite mignonne. Je voudrais me confesser, monsieur le curé. Je voudrais me confesser, monsieur le curé. Quel est ton plus grand péché, Simone ma Simone? Quel est ton plus grand péché, ma petite mignonne? C'est de trop vous aimer, monsieur le curé. C'est de trop vous aimer, le curé. Faudra donc nous séparer, Simone ma Simone. Faudra donc nous séparer, ma petite mignonne. Je crois bien que j'en mourrai, monsieur le curé. Je crois bien que j'en mourrai, monsieur le curé. Alors je t'enterrerai, Simone ma Simone. Alors je t'enterrerai, ma petite mignonne.
Non car il faudra chanter, Simone, ma Simone. Non car il faudra chanter, ma petite mignonne.